Dans la langue populaire, Salaberry de Valleyfield se dit Valleyfield. C'est qu'à partir de sa fondation en 1874, et pour près de 100 ans, Valleyfield allait être la ville d'une compagnie, la filature Montreal Cotton. Écoutons ce qu'en dit l'historien Robert McGee. Il n'était pas rare de retrouver 3 générations dans la même usine. Cette situation entraînait inévitablement une augmentation de la dépendance des travailleurs vis-à-vis de l'employeur, parce qu'un congédiement aurait eu un effet néfaste sur la famille entière. Surtout que les travailleurs habitaient souvent dans des maisons louées à la compagnie, utilisaient de l'électricité produite par la compagnie et achetaient dans des magasins qui étaient propriété de la compagnie. Les conditions de travail y étaient si terribles qu'il n'est pas surprenant de constater que l'histoire de la coton de Valleyfield ait été jalonnée de nombreux conflits de travail. Mais la force et la domination de la compagnie sur la ville étaient telles qu'elle avait toujours réussi à écraser ces révoltes. Jusqu'en 1946, où la population entière s'est soulevée et a réussi pour la première fois à asseoir la coton à une table de négociation. C'est le récit de cette victoire que nous entendrons de la bouche de 2 témoins privilégiés. M. Gérard Boutin, qui y a travaillé à l'âge de 16 ans et qui s'est retrouvé sur les lignes de piquetage à son retour de la guerre en Europe, et Mme Madeleine Parent, à l'époque jeune organisatrice syndicale, qui à pied levé a dû remplacer le directeur de grève, Kent Rowley, emprisonné en cours de conflit. Pour comprendre le sens de la victoire des travailleurs et des travailleuses à Valleyfield dans la grève de 1946, il faut songer un peu aux conditions dans le moulin de coton avant que le syndicat, ce qu'on appelle l'Union internationale, arrive dans la ville. À ce temps-là, d'abord, les salaires étaient très bas, les heures étaient très longues, mais aussi les conditions étaient telles que les travailleurs, les travailleuses n'avaient pas voix au chapitre. Les patrons les appelaient des mill hands, des mains. Et on ne s'attendait pas à ce qu'ils disent ce qu'ils avaient sur le cœur, à ce qu'ils parlent de leurs conditions, à ce qu'ils critiquent ou à ce qu'ils proposent des choses. On voulait simplement qu'ils suivent les ordres. Et la plupart des grands contremaîtres étaient des anglophones. Il y avait des assistants contremaîtres qui avaient très peu de pouvoir, mais eux parlaient français, mais n'étaient pas en position de prendre des décisions. Ce qui veut dire que quand la compagnie augmentait la vitesse des machines, quand elle augmentait l'humidité dans une pièce pour que le fil casse moins, quand elle faisait d'autres changements qui faisaient du tort à la santé ou au confort des travailleurs, des travailleuses, on ne voulait pas les entendre. Il fallait qu'ils passent par là. Et puis en plus de ça, on n'avait pas de break-off comme aujourd'hui. Il fallait fumer à la cachette. Ils beurraient vite de noir pour pas qu'on voie le soleil dehors, la tété. Parce que si de temps en temps on cassait des vitres pour sniffer dehors, à regarder le soleil de temps en temps, on voyait pas rien, c'était sombre. Puis il y avait les chaudières accrochées au mur de sable, d'eau, en cas de feu, on aurait fait les pompiers. Mais je dis, vous, à des petits salaires comme on avait, là, c'est pas trop faible, ça. Mes parents, mes sœurs, elles sont plus vieilles que moi, mais prenez comme ma belle-mère, la mère de ma femme, à 11 ans, elle travaillait au coton. Mon beau-père a travaillé 45 ans au coton. Il acceptait une petite pension, je pense, de 16 ou 20 pièces par mois. Pour avoir travaillé pendant 45 ans, imaginez-vous. C'est pas beaucoup, mais une personne pour pouvoir se ramasser de l'argent, malgré qu'il y en a qui sont serrés de l'argent un petit peu, mais je vais vous dire une chose, Madame Parent, ils sont assis, ils ont fait du balconville. Il n'y avait pas d'auto. C'était juste pour avoir un bicycle dans ce temps-là pour voyager au coton. C'était le seul moyen de transport qu'il y avait. Les bicycles qu'il y en avait, je pense qu'il y en avait 3500 travailleurs. Ah. Mais je dis, quand ça sortait à 6 heures, là, ça sortait comme des mouches, ça passait. Quand Kent Rowley est venu à Valleyfield vers la fin de l'été de 1942, il a visité des travailleurs, des travailleuses au moulin de coton. Il a eu la chance de connaître Trefflé-le-Duc, un mécanicien dans le département du tissage, qui avait été un des militants dans la grève de 1937, qui n'avait pas réussi, et qui connaissait la force de la compagnie et qui connaissait
ses habitudes de résistance aux demandes des travailleurs et qui avait connu les influences en dehors du moulin, qui aussi s'enlignaient avec la compagnie pour empêcher que les travailleurs réussissent. Il s'est joint au syndicat et entre eux, les mécaniciens, les différents hommes qui se sont intéressés et quelques femmes ont échangé avec l'organisateur Kent Rowley et finalement ils ont décidé que c'était le temps. Pendant la guerre, quand il y avait une demande de main-d'œuvre, quand la compagnie avait beaucoup de commandes à remplir et n'aurait pas voulu être obligée de fermer son usine, que c'était le temps de tenter leur chance de s'organiser pour essayer de gagner une convention collective pour la première fois de leur histoire. Je me rappelle la première assemblée qu'il y a eu au local du syndicat sur la rue Saint-Laurent. On a parlé de ce que le syndicat essaierait d'obtenir si les gens pouvaient se réunir, se tenir ensemble, résister à toutes les tentatives pour les diviser. Et ce qui m'a intéressé, c'est que les femmes, c'était pas surtout les salaires qui les intéressaient, mais le droit d'ancienneté. Et pourquoi le droit d'ancienneté? Parce que si elles résistaient aux avances des contremaîtres, elles n'avaient pas peur de se faire congédier ou de se faire punir en étant placées sur des machines difficiles à opérer, qui ne payaient pas beaucoup d'argent, étant donné qu'elles étaient au rendement, à la pièce, comme on disait. Elles voulaient leurs droits et elles voulaient garder leur dignité en même temps, être indépendantes. Le travail d'organisation s'est fait dans quelques mois. On a eu la majorité au bout de 3 ou 4 mois d'organisation. On a été accrédité comme syndicat par le gouvernement fédéral, parce qu'en temps de guerre, c'est le fédéral qui avait pris ses pouvoirs. Et on a essayé de négocier avec la compagnie. Oh non, ils ne voulaient pas négocier une convention collective. Ils ne l'avaient jamais fait. Ils étaient là depuis les années 1880 à peu près, et ils n'allaient pas commencer à accepter un syndicat maintenant. Bien plus que ça, ils n'aimaient pas notre syndicat. Mais comme ils n'avaient pas aimé les syndicats catholiques en 1937, c'était pas nouveau. Ils avaient détesté tous les syndicats qui ont essayé de s'organiser. En fin de compte, ça a pris 4 ans d'organisation, 4 ans de résistance aux attaques de la compagnie, 4 ans de réorganisation parce qu'il y avait des gens qui se décourageaient, ça prenait tellement de temps, avant qu'on soit en position de faire une grève. Et il fallait attendre la fin de la guerre de toute façon, parce que le gouvernement fédéral avait décrété qu'on ne pouvait pas faire de grève en temps de guerre. Alors la grève a commencé, c'était le 1er juin 1946. Plus de 3000 travailleurs, et tout de suite, Duplessis a déclaré la grève illégale. Imaginez, on avait été accrédité, la compagnie ne le reconnaissait pas, alors ça ne faisait pas une accréditation qui comptait. Duplessis nous a attaqués, il nous a portés en cours avec une injonction contre la grève et contre le piquetage. Il a envoyé ce qu'on appelait la police provinciale dans le temps, aujourd'hui c'est la Sûreté du Québec, contre les grévistes pour essayer de casser la grève. Et tout le monde qui voulait faire la bataille a résisté. Ils n'ont pas réussi à casser la grève. Les épouses, les mères des grévistes s'étaient regroupées dans une organisation qu'elles appelaient les Dames auxiliaires du syndicat. Et beaucoup des épouses des grévistes ont été extrêmement actives dans tout le travail des auxiliaires, y compris dans la bataille de la journée du 13 août. Je dois dire que la personne qui s'est signalée le plus dans tout ça, comme une organisatrice hors pair, c'est Madame Léa Duval, qui avait 2 fils et une fille dans l'usine à ce temps-là. Elle se portait dans tous les combats, dans tout le travail d'organisation qu'il y avait à faire. Elles allaient voir
les agriculteurs aux journées du marché pour solliciter des dons de légumes, de leurs produits pour les grévistes. Elles allaient voir les commerçants pour solliciter d'eux ce qu'il fallait pour la cantine des grévistes. Elles appelaient des fois un propriétaire qui insistait pour son loyer contre un gréviste qui n'avait pas d'argent pour payer. Elle faisait comprendre à tous les gens qu'elle approchait que nous étions en lutte, que ce combat allait finir un jour et que les travailleurs et les travailleuses se rappelleraient d'eux, à savoir s'ils avaient appuyé les grévistes ou s'ils avaient contribué à leur répression. Et dans la ville, le conseil de ville, surtout le maire, avant l'avenue du syndicat, était très, très influencé par la compagnie. Mais à un moment donné, Robert Cochon s'est présenté. Il a eu beaucoup d'appui de la part des travailleurs et il nous a aidés jusqu'à un certain point. Mais je dois dire que dans la grève de 1946, le chef de police Marleau a enlevé les armes à feu à tous ses agents de police au début de la grève et jamais, jamais est-ce qu'aucun de ces policiers n'a abusé de nos grévistes pendant cette grève. L'abus est venu des fiers à bras de la compagnie Dominion Textile rendue à Valleyfield. L'abus est venu de la police provinciale, mais pas des hommes qui travaillaient sous les ordres du chef Marleau. Il a toujours été juste et ça a aidé à ce que la situation ne s'enflamme pas. Dans l'Église, d'abord, Monseigneur Charbonneau, qui était archevêque de Montréal, avait appuyé nos grévistes, et à Montréal et à Valleyfield. Comme plus tard, il a appuyé les enseignants laïcs dans les écoles catholiques et aussi il a appuyé les mineurs de l'asbestos. Et il l'a payé cher parce qu'il a été limogé plus tard par le pape Pie XII. Ici, à Valleyfield, Monseigneur Léger était le vicaire de l'évêque du diocèse et il s'est engagé très activement à combattre le syndicat dès le début et pendant toute la période où il était ici. Et ses sermons à la cathédrale le dimanche, durant la grève, parlaient contre la grève, contre le syndicat, et c'était le thème que reprenaient les curés des 3 autres paroisses. C'est sûr que ça ne nous a pas aidés, et c'est sûr que la compagnie pouvait compter sur ce clergé pour être parmi les forces qui combattaient le syndicat et le désir des travailleurs d'avoir une force face à la compagnie qui les exploitait. Ça fait qu'avec les assemblées publiques, avec le travail constant des dames auxiliaires, avec l'appui des jeunes et d'autres parties de la population, c'était vraiment une grève, mais un mouvement populaire dans Valleyfield pour la justice comme régime dans le moulin de coton, pour que la population ait son mot à dire dans les affaires de la ville et pour qu'il y ait plus de liberté et de droiture dans la politique par rapport à la ville. Alors, je suis sûre que si ça n'avait pas été de l'appui des femmes, des grévistes et des mères, et de l'appui de la population, qu'on aurait perdu cette grève-là. C'était autour du 13 août que, suite à une messe dans chacune des 4 églises de Valleyfield, les fidèles ont été conduits par un vicaire, chacun, tout près des barrières du moulin, et là, la police privée de la compagnie,
qui avaient d'énormes renforts. Ils avaient pris leur police privée de toutes les usines de la Dominion Textile dans la province et ils les avaient renforcés de gens qui étaient des bouncers dans les grilles sur la rue Saint-Laurent à Montréal, étaient là pour aller prendre les fidèles là où le vicaire les laissait pour les passer aux barrières du moulin. Et aux barrières du moulin, il y avait la police provinciale pour pousser les piqueteurs et les obliger à faire de la place pour que les scabs rentrent au travail. Eh bien, dans cette journée-là, comme on sait, la compagnie n'est pas satisfaite de faire rentrer des briseurs de grève, mais elle voulait qu'ils sortent à l'heure du midi pour aller dîner, pour forcer encore les lignes de piquetage et revenir avant 1 heure pour forcer une fois de plus les lignes de piquetage, toujours avec les fiers à bras de la compagnie et la police provinciale. De sorte que les femmes des grévistes, qui étaient chacune chez elles, ont eu la nouvelle qu'on avait forcé les lignes de piquetage ce matin-là. Elles se sont téléphonées les unes les autres. Il y avait plusieurs des femmes qui ont pris la responsabilité d'appeler leurs voisines, d'appeler leurs amies, d'appeler toutes les femmes qui s'appelaient des femmes auxiliaires, qui travaillaient à l'appui des syndiqués en grève. Et elles ont mis au travail le livreur de lait, le livreur de pain, le livreur de glace. Tous les commerçants qui passaient chez eux leur ont dit « Dites à toutes les femmes que vous allez voir qu'elles se rendent à l'usine à 11 heures ce matin. On va tout être là. Il y a des briseurs de grève qui sont rentrés. » Alors, rendu vers 11 heures du matin, il y avait une foule de plusieurs milliers. Et avant midi, quand la compagnie a fait sortir les briseurs de grève dans la cour de la compagnie, ils n'ont pas passé les barrières, on dit qu'il y avait à peu près 5000 personnes ramassées et à la barrière de la Galt Mills sur la rue Chaussée et à la barrière de l'entrée principale sur la rue Dufferin, avec quelques personnes qui guettaient les 2 autres sorties à l'arrière du moulin. Et on attendait les briseurs de grève. Eh bien, la police provinciale était là en force et ils avaient leurs mitraillettes. Ils les ont sortis des barrières de la compagnie pour faire face aux piqueteurs et aux grévistes qui étaient ramassés. Les gens n'ont pas bougé, tout le monde a été très discipliné, mais à un moment donné, les policiers ont fait feu avec les mitraillettes et là, on a découvert que c'était des bombes à gaz lacrymogènes. Les gens ne savaient pas vraiment avant que ça commence. Et à un commandement, les gens avaient ramassé des roches et pour chaque envolée de bombes à gaz lacrymogènes, la foule a riposté avec une envolée de roches en direction contraire, mais pas avant et pas pendant qu'il n'y avait pas d'envolée. À un moment donné, le chef, le capitaine de la police provinciale, le capitaine Labbé, a sorti un mouchoir blanc pour dire qu'il voulait des pourparlers. Kent Rowley, avec un autre organisateur, appuyé de 2 des dames auxiliaires, qui ont décidé qu'elles ne voulaient pas qu'un organisateur aille là parce qu'il serait arrêté. Elles sont allées comme garde du corps pour nos organisateurs. Il y a eu des pourparlers, ça s'est passé par 2 fois comme ça, et finalement ça a été accepté que si d'abord que le chef de la police provinciale obligerait le chef de la police privée de la compagnie, qui était un homme détesté dans Valleyfield, qui avait été chef de police de la ville de Valleyfield avant qu'il y ait le syndicat, et qui avait piégé beaucoup de travailleurs pour les faire arrêter. Et la population elle-même avait obligé le conseil de ville de le congédier. Alors il était revenu comme chef de la police privée de la compagnie. Les grévistes ont insisté qu'il sorte de la ville avec ses fiers à bras. Ensuite,
les grévistes représentés par Kent ont accepté que les travailleurs, les grévistes eux-mêmes escorteraient en sécurité les briseurs de grève chez eux, disant à la foule, ne les touchez pas, ils ne reviendront pas tant que la grève ne sera pas finie. Ce qui a été fait, et les barrières ont été refermées. Et là, on n'a pas eu le problème de briseurs de grève. Mais à peu près une semaine plus tard, Kent Rowley a été arrêté à Valleyfield et il a passé les 3 dernières semaines de la grève en prison. Le gouvernement et la compagnie pensaient bien qu'ils allaient recommencer le travail des briseurs de grève et qu'ils pouvaient briser la grève. Mais non, on a fait de grandes assemblées à tous les dimanches soirs pendant la grève. On a négocié avec un des représentants du gouvernement qui, lui, négociait avec le président de la compagnie par téléphone, M. Blair Gordon. Et finalement, au bout de 3 semaines, on a eu une offre de règlement par télégramme du ministre du Travail qui nous donnait certaines assurances qu'on pourrait gagner une convention collective. Il y avait dans ça une condition. Il fallait qu'on se soumette à un vote secret dirigé par le gouvernement où figurerait le petit syndicat de boutique indépendant des briseurs de grève. On a accepté. Et alors là, on l'a présenté aux travailleurs qui ont voté de l'accepter, mais tout le monde était sur ses gardes, très vigilant. Et je dois vous dire que la journée avant le vote, le représentant du gouvernement était ici à Valleyfield pour régler avec le syndicat les conditions du vote. Et moi, on cherchait parce qu'on m'avait mise sous accusation. Kent n'avait pas le droit de venir à Valleyfield. Moi, je me suis cachée pendant cette journée-là pour qu'ils ne prennent pas, pour revenir le soir pour négocier au besoin, ce qui a été fait. Et le président d'élection du gouvernement avait orchestré toute la chose pour qu'on se fasse voler au vote. Eh bien, dans la journée, nos avocats ont négocié un cautionnement pour moi. Je suis allée me rendre et je suis revenue le soir, c'était la veille du vote. Je suis arrivée vers 9 h. La grande assemblée générale avait encore lieu et la police me cherchait dans les différentes maisons de Valleyfield. Ils ne savaient pas que j'étais déjà cautionnée. Et là, avec l'appui des travailleurs, on a pu aller rencontrer le président d'élection et l'obliger de réorganiser toute la procédure du vote pour qu'on ne se fasse pas voler. Ça a commencé le lendemain matin, autour de 6 h du matin. Ça a duré jusqu'à à peu près 7 h 30, 8 h le soir. Et là, toutes les boîtes de scrutin avec nos scrutateurs, ceux de la compagnie et ceux du petit syndicat, qui n'avaient pas besoin d'être là parce que la compagnie surveillait leurs intérêts, se sont rendus au palais de justice de Valleyfield pour compter les votes. Et moi, j'ai reçu un téléphone du maire. Pendant ce temps-là, il y avait à peu près 1000 personnes dehors, sur la place du marché, devant notre local, qui attendaient des nouvelles. Et le maire m'appelle, puis il dit, « Madame Parent, le président d'élection du gouvernement ne peut pas partir de la ville. » J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il dit, il y a 1500 cyclistes autour du palais de justice qui guettent. Ben, j'ai dit, c'est parce que on ne se fie pas. Et là, j'ai pris entente avec le maire. J'ai dit, quand vous m'appellerez et vous me donnerez les chiffres exacts des résultats du vote, et que j'ai votre parole d'honneur que c'est la vérité, il pourra partir. Un peu plus tard, le maire de Valleyfield m'a appelé. Il avait les résultats. C'était des résultats exacts. Il m'a donné sa parole que c'était la vérité.
Et là, on a envoyé de nos travailleurs parler aux gens autour du palais de justice et tous les cyclistes sont revenus dans la place publique en face de la salle du syndicat. Et là, nous avons annoncé les résultats. Nous avions gagné le vote par 2 contre 1. Et après ça, les négociations ont commencé. La première convention collective a été signée seulement en novembre. C'était une victoire très importante. Non pas que la première convention collective était tellement parfaite, mais les gens avaient des droits et ils avaient l'intention de s'en servir. Et dans les années qui ont suivi, quand il y avait des injustices, les gens faisaient des griefs, on avait des discussions avec la compagnie en grand comité avec des travailleurs impliqués comme témoins et les gens étaient obligés, la compagnie était obligée de respecter les travailleurs beaucoup plus, malgré qu'elle résistait et qu'elle essayait toujours d'imposer son autorité autant qu'elle le pouvait. Valleyfield avait eu sa révolution tranquille en 1946, une quinzaine d'années avant la révolution tranquille qu'on a connue. Mais c'était seulement Valleyfield. Le régime duplessiste, avec toutes ses pressions contre la classe ouvrière de la province, continuait de sévir. Et ça a été très, très difficile. Plus tard, les gens ont eu un peu plus de justice. Après la mort de Duplessis et la fin du régime conservateur, et là, il y a eu plus d'organisations syndicales et de meilleur développement. Ce contrôle de la compagnie sur la population a été en bonne partie perdu avec la syndicalisation des travailleurs ici et les luttes qui ont été faites et gagnées. Avec la victoire de 1946, la population de Valleyfield a relevé la tête et les patrons ont compris qu'il était inutile d'empêcher les travailleurs de s'organiser en syndicats. Dans les années 50 et 60, de nombreuses usines se sont établies dans la région. Elles ont toutes été syndiquées. De multiples luttes ont marqué l'histoire du Suroît à Carbide, Cromasco, Stanchem, Domtar, aux engrais du Saint-Laurent, à CIL Expro, chez Goodyear, aux zinc, sans oublier les professeurs et les employés du secteur public. Il est utile de se rappeler que toutes ces luttes furent possibles grâce au courage et à la détermination des ouvrières et ouvriers de Coton 46 qui gagnèrent la bataille de la reconnaissance syndicale. Aujourd'hui, le syndicalisme est le mouvement le plus important du Suroît, avec près de 15 000 membres. Et nous avons raison d'en être fiers. C'est en hommage à celles et à ceux qui nous ont ouvert le chemin que des syndicats de différentes allégeances ont décidé de se regrouper pour promouvoir le développement économique, social et culturel de la population du Suroît. Le Fonds régional d'innovation communautaire ne pouvait trouver meilleure inspiration que celle des ouvrières et ouvriers de Coton 46.